Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une idée vraiment fondamentale qui a complètement changé notre vision de la science. Il s'agit du principe de falsification. Et vous allez voir, ça redéfinit totalement ce que ça veut dire être scientifique. Alors, commençons par la question centrale, celle qui a taraudé les philosophes. Comment on fait concrètement pour différencier la science de la pseudoscience? C'est ce qu'on appelle le problème de la démarcation. En gros, comment tracer une ligne bien nette entre une théorie comme la relativité générale d'Einstein et une autre qui y ressemble mais qui n'est pas scientifique du tout. Eh bien, la réponse qu'on entend tout le temps, elle est fausse, carrément. On a tendance à penser que la science, c'est une histoire de preuves, qu'il s'agit de vérifier des faits, point final. C'est intuitif, ça semble logique, non? Sauf que c'est une idée fausse, et c'est justement cette idée qu'on va déconstruire ensemble aujourd'hui. Alors, plongeons dans le vif du sujet, le problème de la preuve. Parce que pour vraiment piger la solution géniale de Karl Popper, il faut d'abord comprendre le problème qu'il a attaqué de front. Et tout le nœud du problème, en fait, se trouve dans notre idée même de ce qu'est une preuve en science. La vision classique, c'est celle-ci. On observe le monde, on collecte des données, on accumule des faits, et hop, ces faits viennent prouver nos théories. C'est le fameux vérificationnisme. Ça paraît couler de source, non? Sauf que cette approche, aussi logique qu'elle puisse paraître, cache une faille vraiment énorme. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple que tout le monde connaît. Imaginez la théorie suivante. Tous les corbeaux sont noirs. Simple, n'est-ce pas? Maintenant, la question à 1 million. Si la science, c'est de prouver, comment fait-on pour prouver cette affirmation de manière absolue, définitive? On pourrait passer des années, observer 1 million de corbeaux, 2 millions, tout noirs. Mais est-ce qu'on peut être absolument certain que le million et unième ne sera pas, disons, blanc? Non, impossible. Et voilà le cœur du problème de l'induction. On peut accumuler des observations positives à l'infini, ça ne prouvera jamais, logiquement, que la théorie est vraie. Par contre, il suffit une seule corbeau blanc pour que toute la théorie s'effondre. Et c'est exactement ce que Karl Popper a mis en lumière. Il a dit, et c'est une phrase choc, « Les théories ne sont pas vérifiables ». Point. Pour lui, cette course à la preuve absolue, c'est une impasse totale. Les théories scientifiques, par définition, ne pourront jamais être vérifiées une bonne fois pour toutes. Et c'est là que tout change. C'est le moment charnière. Face à ce mur, à cette impasse de la vérification, Popper va proposer une solution. Mais une solution d'une simplicité tellement géniale qu'elle va tout retourner. Il va changer complètement la perspective. Le coup de génie de Popper, ce n'est pas d'avoir trouvé une nouvelle méthode pour prouver les choses. Non, pas du tout. Son coup de génie, c'est d'avoir complètement retourné la question. Il a compris que la vraie force de la science, ce n'est pas de pouvoir dire « oui, c'est vrai ». C'est autre chose. Au lieu de se demander comment on peut prouver que c'est vrai, il s'est demandé comment peut-on prouver que c'est faux? Voilà la question qui change tout. Le critère pour qu'une théorie soit scientifique, ce n'est plus sa vérificabilité, mais sa falsificabilité. En d'autres termes, est-ce que la théorie est formulée d'une façon qui permet d'imaginer un test, une expérience, une observation qui pourrait potentiellement la mettre en échec? Le point crucial, c'est donc ça. Une théorie scientifique doit prendre un risque. Elle doit être audacieuse. Elle doit dire « voilà ce qui ne devrait jamais arriver si j'ai raison ». Elle doit interdire des choses. Et si, par malheur pour elle, une de ces choses interdites se produit, eh bien la théorie est falsifiée, elle est réfutée. C'est justement cette prise de risque qui fait toute sa valeur scientifique. Quand on met les deux côte à côte, le contraste est saisissant, vraiment. D'un côté, avec le vérificationnisme, on a une recherche un peu passive de ce qui confirme nos idées. De l'autre, avec le falsificationnisme, on se lance dans une véritable chasse à l'erreur. On cherche activement ce qui pourrait casser notre théorie. Du coup, la science n'est plus une simple collection de faits bien rangés. Non, elle devient un processus super dynamique, critique, toujours en mouvement. Alors, pour qu'on se représente bien comment ça fonctionne, cette nouvelle vision de la science, Popper a utilisé une métaphore. Et elle est juste géniale. Les théories vues comme des filets de pêche. Il a repris cette phrase du poète Novalis « Les hypothèses sont des filets, seul celui qui les jette attrapera ». C'est brillant, non? Ça veut dire que la science, ce n'est pas rester assis dans sa barque en attendant que les poissons, les faits, sautent dedans. Non, il faut être actif, il faut concevoir des filets, nos théories, et les jeter à l'eau pour essayer d'attraper quelque chose, pour essayer de capturer un morceau de la réalité. Concrètement, ça se passe comment? D'abord, on propose une théorie audacieuse, un grand filet. Ensuite, à partir de cette grande idée, on en déduit des prédictions bien précises, des choses qu'on peut tester. C'est la troisième étape, on mène des expériences pour essayer de casser ces prédictions, pour les falsifier.
Et à la fin, il y a deux options. Soit la théorie est falsifiée et on la rejette ou on la modifie, soit elle résiste et dans ce cas, on dit qu'elle est corroborée. Pour l'instant, tout se joue vraiment là, dans le choc avec la réalité, avec l'expérience. Justement, parlons-en de cette corroboration. Qu'est-ce qui se passe quand une théorie survit à tous nos tests? Est-ce qu'on peut enfin dire qu'elle est vraie? Eh ben non. Popper, très prudent, utilise un autre mot, un mot bien spécifique. Ce mot, c'est corroboration. Une théorie corroborée, attention, ce n'est pas une théorie prouvée. C'est plutôt comme un bulletin de notes, un rapport sur ses performances passées. Pensez à un champion de boxe. Il a gagné tous ses combats jusqu'à présent, il est donc corroboré en tant que champion. Mais ça ne garantit absolument pas qu'il gagnera le prochain combat. C'est pareil pour une théorie. Elle a fait ses preuves jusqu'ici, mais la prochaine expérience pourrait la mettre KO. Ce mot, corroboration, il nous protège de l'illusion de la certitude. Et ça, c'est un point super important. Une théorie, on ne la juge pas sur le nombre de fois où elle a eu raison, sur le nombre de oui. On la juge sur la dureté des épreuves qu'elle a surmontées. C'est la qualité des tests qui compte, pas la quantité. Une théorie qui survit à un test hyper risqué, un test où tout le monde s'attendait à ce qu'elle échoue, eh bien elle est beaucoup plus corroborée qu'une théorie qui accumule des milliers de petites confirmations faciles qui ne lui coûtent rien. Reprenons notre exemple. D'un côté, la théorie « tous les corbeaux sont noirs ». À chaque fois qu'on voit un corbeau noir, c'est une petite confirmation, mais bon, ce n'est pas un test très sévère. La corroboration est donc assez faible. De l'autre côté, prenez l'hypothèse de Millikan sur la charge de l'électron. Là, on parle d'une prédiction d'une précision diabolique, avec des chiffres après la virgule. Chaque expérience qui retrouve cette valeur exacte, c'est un test incroyablement sévère qui a été réussi. La corroboration de cette théorie est donc immensément plus élevée. On pourrait presque imaginer un score de corroboration. Une théorie qui a survécu à tout pourrait avoir un score de, disons, 99,9%. C'est énorme, mais ce score n'atteindra jamais, au grand jamais, les 100%. Il y aura toujours cette petite marge, cette porte qui reste ouverte à une future réfutation. Et c'est justement ça qui est génial, c'est ce qui permet à la science d'avancer, de ne jamais se figer. Donc pour résumer, la grande leçon de tout ça, c'est que les théories scientifiques les plus fortes ne sont pas celles qui sont prouvées. Non. Les plus solides, ce sont celles qui sont extrêmement falsifiables, celles qui prennent d'énormes risques et qui, pourtant, n'ont toujours pas été falsifiées. Leur force, c'est leur audace. C'est le nombre de manières dont elles auraient pu s'effondrer et le fait qu'elles tiennent encore debout, malgré tous nos efforts pour les faire tomber. Et ça nous laisse avec une question pas si simple. Ce principe de falsifiabilité, ce n'est pas juste un truc de philosophe dans sa tour d'ivoire. C'est un outil hyper puissant pour qu'on puisse, chacun, évaluer la solidité de ce qu'on nous présente comme une vérité scientifique. Alors la prochaine fois qu'on entend parler d'une grande découverte, la question à se poser est peut-être, est-ce que c'est vraiment testable? Est-ce que ça prend un risque? Voilà, une petite pensée sur laquelle réfléchir.